pas si tu prendre peux la main ou je le mettre refais sur la ton PC, partie parce que moi je vais pas pouvoir le présentation. compiler. Pas de soucis. Je veux bien que tu prennes la main sur le binaire pour le TCP client. Alors, screen share, screen. Parce Let's que go. moi je peux pas compiler, je suis sur ARM là en fait. Pas de soucis. Bah, ça cross-compile. Non, soit Ouais, ça mais- cross-compile, soit par contre j'ai un petit trick qui va vraiment Oui, te oui, mais régaler. flemme en fait, c'est pour ça. Est-ce que tu sais que tu peux avoir ton Ouais. Docker en multi-arch en 2 commandes? En gros, t'as juste ouais une commande. Attends, Docker multi-arch support. Tu fais un truc comme ça. Je pense que c'est multiplateforme image. Tu fais juste un petit. Pas du tout, oui. C'est via du QEMU, oui. Par contre, quelle est la commande? Voilà. En gros, tu fais ton Docker et tu as juste les arguments plateforme à mettre en plus. Tu en as un Ouais. à ajouter. Merde. Life, grep-rf, plateforme. Ouais, forcément, j'aurai beaucoup trop de trucs. Ah, où est-ce que j'aurais mis ça? En fait, je sais que j'ai dans mon historique, mais vous en doutez, quand je suis en stream, je n'ai pas le même historique, histoire de ne pas faire des contrôleurs de l'enfer. C'est pas multi-arch build, multi-arch, runtime, QEMU. QEMU statics, non, je pense même pas que ce soit ça. Docker, backend, multi-arch. Et ben, bah super. Si, voilà. Voilà, c'est ça. En gros, tu vas avoir ton Docker Run RM Privilege, ton multi-arch QEMU statique, et derrière, ça va pouvoir être utilisé en tant que back-end par les autres images Docker. Donc, tu peux juste faire un Docker Run avec une image ARM qui va default utiliser ton autre back-end. Et ça, c'est incroyable. Mais je vais essayer de vous retrouver les petites commandes pour montrer ça. Okay. C'est juste que je ne ferai pas des grèves dans mon historique pro. Trop dangereux. Mais non, on ne fait pas ça ici. On a déjà vu ça dans les confs. On a déjà vu ça dans les confs. TCP Client, côté C, attention, c'est pas très agréable, mais c'est ce que c'est. À savoir, des imports, des types des sockets, de inet, de quoi faire de la gestion de input-output, de librairie, de string et de netbd, je sais plus trop. Donc on a quoi? On a quand même plus de code, vous allez le voir, ça va s'en ressentir assez vite dans la partie assembleur et graph. Toujours est-il qu'on a nos structures avec l'adresse IP, avec forcément l'host adresse si besoin, avec notre adresse socket, what. Oui, ici, juste l'endroit dans lequel on va stocker notre socket une fois qu'elle sera déclarée. Un petit peu d'initialisation, le string qu'on va envoyer. On a dit qu'on avait un client UDP, donc on est vraiment là pour client TCP, pardon. NC, LNDP, Nofix, je veux bien un petit coup de mute si tu veux bien. Thanks. Et la musique qui s'est arrêtée ou qui va repartir soon. On a dit qu'on allait dans TCP Client et l'implémenter et qu'on fait ça et paf, on voit que notre client a été compilé et exécuté et qu'il a bien envoyé à notre serveur la string hello world et c'est tout. Donc on a un peu d'initialisation, on a le fait d'avoir l'IP adresse qui est parsé pour en faire ce qui va bien. En vrai, je lis jamais du C, c'est terrible. Si ce n'est pour la partie pawn. Toujours est-il que on va déclarer notre socket et aller se connecter à la socket distante, puis aller error out s'il y a eu des problèmes. En cas de... Enfin, on écrit un write. Si on n'a pas réussi à write plus de 0, si on a un code de retour inférieur à 0, c'est qu'il y a eu un problème, on n'a pas pu envoyer en error out. Sinon, c'est qu'on a bien fait notre write de message dans socket, donc l'envoi. Ça, c'était la partie C, ça se fait, c'est un peu relou, mais voilà. Côté C++, on a vraiment sensiblement la même chose avec nos structures, notre mise à zéro, notre déclaration de socket, le fait d'instancier la socket, le fait d'aller se connecter avec les informations distantes et error out early. Et on a bien sûr à la fin, bon, le petit usage, mais en vrai, on s'en fout, surtout le côté write, là. Write, et si la taille, si le code de retour est inférieur à 0, alors error out. Et en Rust, again, sensiblement la même chose, à savoir dans notre main, la gestion du port, c'est vraiment plus top level et plus agréable. On voit quand même qu'il y a, outre le côté perf, il y a un côté lisible, donc moins error prone, tout simplement.
Et donc, dans nos arguments récupérés de la command line, on chope le premier argument, même si c'est pas ultra beau, on n'est pas là pour faire du clic, on garde des problèmes simples. Et donc, on va choper le numéro de port, le port qui se fait parser en tant que unsigned int 16, donc largement ce qu'il faut en termes de valeur, into connect and send hello avec les informations qui vont bien, qui, quand il est appelé, va faire quoi? Va faire directement le connect avec le format qui est fait facilement. Unwrap. Comment vous expliqueriez le fonctionnement d'Unwrap? Unwrap, c'est vraiment juste l'équivalent d'un expected. En fait, en fait, ce type-là, donc TCP Stream Connect, il va retourner ce qu'on appelle un type result. En fait, c'est un type pour catcher les erreurs, en fait. Et en fait, généralement, ce que tu fais, c'est quand tu as ça, tu vas faire ce qu'on appelle du pattern matching. Tu vas matcher en fait les erreurs avec des. En fait, c'est un espèce de enum qui retourne OK ou R. OK. Et l'unwrap, en fait, ce qu'il fait globalement, c'est juste exactement il match en fait les erreurs. Si c'est OK, il retourne la valeur de l'instance de connect. Si par contre c'est pas OK, et il crash direct avec un message prédéfini. OK. Donc il fait littéralement ce qu'il dit, à savoir unwrap, on nous envoie le résultat, mais dans un petit paquet qui de toute façon sera toujours valide, et c'est unwrap qui va détecter si le retour a été, l'appel a été fonctionnel ou non, et du coup permettre la suite. Exactement. Donc l'unwrap permet d'avoir stream renvoyé plutôt qu'un objet différent. C'est ça. Et faire un panic hurry. Putain, c'est pas mal. Exactement. C'est pas mal. Et en plus, si je dis pas de bêtises, si tu mets pas ton unwrap, il a dû t'engueuler, non, sur ton compilo? Oui, forcément. Ouais. Pour moi, c'est une erreur, ça. Parce que s'il te retourne un résultat, ça veut dire qu'il faut un peu déréférencer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il faut récupérer la valeur du résultat. Ouais, je pense aussi, si juste pour être sûr. Tu fais un cargo build là. Je crois que tu oublies pas la bonne chose. Ouais, complètement. Laissez-moi faire n'importe quoi. Ouais, voilà. Word, non, pas de problème. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je lui rends ça? Method found, result TCP string error. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il aurait fallu faire un if let non, je sais plus, oui, c'est ça, de OK de stream, et dans ce cas-là, il aurait mis OK dans mon stream. Voilà. Mais du coup, si jamais on avait eu une erreur, le unwrap pourrait commencer à hurler. Donc lui, ça veut dire que si déjà on lui remet son unwrap, qu'on le recompile et que derrière on le... Allez, je vais le prendre directement. On le ./ mais sans avoir EP notre serveur, il va hurler. Ouais. Et donc on voit directement en effet résultat d'unwrap qui dit erreur. Connexion diffuse. Ouais, c'est cool. Et en plus, regarde, justement, tu as la constante backtrace là, qu'on parlait juste avant du runtime de Rust. Ouais. Et tu peux l'ajouter. De retracer. Je vais m'empresser de le faire. Alors, en fait, d'où vient ton bug? Voilà. Et là, tu retraces tout, donc du début à la fin. Connect and send hello, et à ce moment-là, tu vois qu'il y a eu un... Attends, moi je veux du verbeux. Ah oui, toi tu veux le full... S4 pur. Non, mais en vrai c'est bien, parce qu'on a juste un truc, on sait où ça pète. On a les adresses... C'est ça, et regarde bien... C'est pas les adresses au sens... Si. T'as vu? Et voilà, libc start main imple, start call main, et là tu vois, c'est là que ça part, tout ça part, quoi. Par contre, ce qui est marrant, c'est que autant des stacks qui commencent à 0x, 7B, 7C, admettons. Non, 7B et moins, pardon, admettons. Par contre, là, quand tu arrives dans les 6400, ça commence à faire beaucoup de code qui a été nesté à base de stack de... Ouais. Tu sens que la stack, elle a... Ah bah oui, il y a pas mal, c'est un gros chorégraphe. Ouais. Après, bon, ça permet pas mal de stabilité. Clairement. Et de gain de perf, parce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'overhead en termes de code ou de load time que ce qui va permettre d'être fait après, une fois que tout est mis en place, c'est pas ultra optimisé. Souvent, la complexité aide à avoir des bugs, mais aide aussi à avoir de la perf. CF, les implémentations TCP qui sont monstrueuses, avec les sliding window, avec la correction d'erreurs et tout. Mais si on a Internet qui est à peu près... qui patate aujourd'hui, c'est parce que les gens se ajouter de la complexité. Et du coup, on a des bugs avec. À savoir, rien sans rien. Ok. Qui veut s'y coller? C'est une bonne question. Vas-y Brighton, moi je ferai les chals. Non, moi je fais les chals, toi tu fais Non mec, moi je fais jamais de trucs comme ça. C'est mort. Eh ben c'est pas grave, moi je veux bien l'ouvrir. Vas-y. On l'ouvre avec du Binja. En vrai, la version Rust, je veux bien la faire si tu veux. La version Rust, je veux bien la faire de celui-là. La version C, c'est plus un peu moins. Non, bah c'est parti. Hein. On peut faire sur Binja, ouais. On peut faire un coup de Binja.
Est-ce que je peux en ouvrir 2 en parallèle ou est-ce qu'il va dire ce serait gentil de payer, vous pensez? Bon, Ma foi. Eh. Ok, parfait. on n'est pas trop mal et du coup derrière on a dit qu'on voulait aller dans TCP Client, on veut CP, je te laisse le Rust et je prends C++. Vas-y, on fait ça. En soi il est 22h25, donc dire 25. Ouais. Vu qu'on veut passer du temps sur le change après, Ouais. on peut aussi se dire En qu'on vrai. prend genre le C Ouais. et le Rust. Ouais, c'est ça. C'est Parce que Rust, le c'est Rust. C++, c'est la même chose. Le C++, C'est la un même mélange chose. de deux limite. Ça me va. On prend lui et donc il va devenir download slash TCP C et l'autre va devenir TCP Rust et derrière clac. Du coup ça va être dans Rust. Yes, Rust. Target, debug. Vous voulez le mettre en release ou debug Conseil, hein. Mets-le en debug. Mets-le en debug si tu veux pas qu'on y passe énormément de temps. Ok. Sur le dernier, on montrera On peut faire justement les La comparaison, ouais. releases en debug. Can do. Putain, on avait déjà. C++ 1, reverser 0. Je préfère 100 fois reverse du Rust ou du Golang que du C++. Moi aussi. Allez, on aura Rust à droite et nous aurons C à gauche. Nous voulons aller, je présume, dans le main. On commence dans le start ou on commence dans le main des deux? Ouais, commence dans le mail. Ce sera plus simple. Alors, mail, nous voulons du. Allez, on va High commencer par level. pseudocode. Mais en level 1, IL. Ok. Ah, mais on a dit qu'on l'avait ou qu'on l'avait pas celui-là? On a dit pseudocode high level, yes. Et lui, on a dit main, que voilà. Je vais pouvoir faire ça peut-être. On va voir ce qu'on peut enlever sur les côtés parce que sinon ça va quand même pas être. Sinon je peux le faire en 2 écrans. Je pense que ce sera On peut nécessaire. pas enlever les pour la symboles visibilité. à gauche là? Sûrement aussi. Tu cliques sur le. High level. Tu cliques sur le dièse là à gauche. Pour enlever des fonctions. Et hop. Ok, ça le fait. Donc le dièse, le pot. Et donc nous avons main à droite C'est ça. et main à gauche. Que je vais essayer de mettre à la même hauteur. Ils veulent pas. On n'est pas trop mal. Ok. Donc on a dit que côté C, on a quoi? En soi, est-ce que ça vaut le coup qu'on regarde l'intermediary level si on s'intéresse vraiment aux différences? En fait, je pense que ce qui est super intéressant, ce serait montrer un aperçu justement en high level IL, et dès qu'il y a des subtilités, donc dans le cas de Rust par exemple, et le mettre en assembleur pour essayer de mieux comprendre. Je sais pas si c'était ta question. Ça peut. Je me demandais par exemple, est-ce qu'on ferait pas. Enfin, pseudocode, on va se rendre compte que de toute façon, ils essayent de recoller au code initial, donc ce sera très similaire. Par contre, si on va assembleur, là, on va se rendre compte que tout le taf littéralement qui est fait par le décompilo pour nous, quoi. Tu peux, mais ça prendrait trop de temps en fait en assembleur. Si on commence à reverse tout en assembleur, ça prendrait vraiment beaucoup de temps, je pense. C'est clair. Vas-y, tu peux aller sur le lang start là. Mais le lang start. Non, pour aller dans le main TCP. Ouais. Voilà. Nickel. Allez, go. Qui est pas si peu verbeux que ça. Ok. Ah bon, Premier avis. ça va. Déjà, côté gauche, on a vraiment le truc classique du fprintf pour notre usage. Ça, on sait qu'on avait si on n'a pas le bon nombre d'arguments. Faire. Si on a le bon nombre d'arguments, on a bien à nouveau le parsing et l'appel de la sous-fonction qui va aller faire le système d'envoi de messages à l'adresse donnée. Ok. Et on va déjà s'arrêter là pour regarder comment est-ce que le passage d'une fonction à l'autre se fait. Ok. Je pense. Et donc à droite, qui a envie coup, de faire voilà. son meilleur. Voilà, du coup, ça paraît assez logique là globalement, mais vu qu'on a un peu un système d'objets en Rust, tout ça, c'est un peu équivalent à C++ de ce côté-là. Je sais pas si on peut le qualifier d'objet, je suis désolé si je l'exprime mal. Mais globalement, voilà, donc en effet, on a cette fonction ARGS là, justement, qui prend un pointeur, donc une adresse en entrée, et également qui va appeler en fait, on peut voir justement, ce qui est super intéressant, c'est justement l'instance de RGS qui est effectuée dans le 278 est utilisée juste après dans le collect. Donc voilà, donc on peut très rapidement, en termes de data flow, savoir que, en effet, collect dépend d'un espèce d'objet à RGS. Toi, tu le vois quelle ligne ton collect?
Là, le Iterator Collect. Ah oui, excuse-moi, d'accord, celui-là. Alors, si je me Ok, rappelle super. bien, je regarde un peu la doc, Collect. Alors, attends. Hop. Donc, c'est tout un tas de choses qui sont... En fait, ouais, c'est ça, c'est le code qu'on écrit côté Rust est vraiment relativement facile et, Ouais, comment dire, abstrait de nous, parce que derrière, il y a tout un tas d'enchaînements de fonctions qui vont faire le café à notre place. c'est ça. Est-ce que les Globalement- développeurs Rust sont des assistés? En quelque sorte, hein, notamment par le compilo en vrai. Hein, mais bon, ça reste un langage qui est, pour moi, pas évident. Ah oui, oui. C'est long à il y apprendre. a à la fois le côté ça fait beaucoup pour nous, à la fois on sait que c'est l'un des langages qui a une courbe, Ouais. une learning curve assez velue. Puis on sait que même les meilleurs font des erreurs de mémoire, de safety, etc. Donc il Ouais. faut de l'assistance à un moment, quoi. Exactement. Donc Complètement. voilà. Du coup, collègue, de ce que j'ai compris, en effet, il va set dans un, donc il va te retourner globalement un peu le tableau des valeurs et donc les valeurs RGS visiblement. Et donc ensuite, on peut voir. Excuse-moi, je voulais zoomer un petit peu plus. Vas-y. Ouais, est-ce que ça marche? Ouais. Ça a zoomé là? Je crois pas. Notre île, hein. Après, je sais pas si ça te rassure, dans le live, on voit assez bien, hein, je crois. Vous êtes... Ah non, c'est ça. Non, je sais même pas si ça... Si, là, ça zoome. J'en sais Ouais, rien. là c'est Ouais. bien. Bah, Donc- sur live, on a quand même vraiment un 25% de gens qui sont sur tablette ou mobile. Ok, je vois. On peut zoomer sur YouTube, mais bon. Vas-y, fonce. D'accord, ok, je vois. Donc voilà, du coup là on peut voir en effet qu'il y a l'itérateur qui va retourner un peu donc ce tableau là, ce tableau de vecteurs qui correspond donc à tes entrées RGS en effet. Donc là c'est pas trop compliqué jusqu'ici. RGS alors, RGS, enfin ARGS, oui pardon. Ah oui, ok. Oui, oui, L'homme est dans le futur. c'est ça. Donc après, voilà, on peut voir en effet, donc là il appelle DREF, donc là ce serait super intéressant de regarder justement à quoi correspond, si tu cliques un peu dessus, voir ce qu'il fait, le DREF là. Le mec. Bon, Sur le c'est- DRF, je sais pas si ça... Ouais. Voilà, il a l'air de, en effet, hop. Bah, il dirait des Oui, c'est références, ça, il est littéralement. c'est ça, hein, des références, littéralement. Après, c'est des DRF de un bout de hache, donc en fait, je pense qu'il y a d'ailleurs plein de DRF avec différents C'est types ça. d'offset relatifs, En effet, c'est fort probable. suivant la euh, taille de ce que tu passes, finalement. C'est ça. Et via ça, bah, on peut voir, en effet, il passe donc justement l'argument, la sortie de alloc avec des refs à, donc à notre get. D'accord. Et donc avec l'offset 1, du coup, si toi, en tant que reverseur, tu... j'ai lu un commentaire. Du coup, en effet, donc, en tant que reverseur, tu te renseignes, tu sais que voilà, ça utilise en effet... un slice, donc tu sais que tu as à faire un slice de données, tu récupères un index, donc l'index 1 en l'occurrence. Si tu te renseignes sur la doc, voilà, c'est assez simple à comprendre qu'il récupère le premier argument. Donc là, on pourrait même, enfin moi ce que j'aurais fait, c'est peut-être renommer ma variable. Pour l'instant, on n'est pas censé en tout cas comprendre ce que c'est. Voilà, on n'est pas censé comprendre comment il utilise, en tout cas. Enfin, du moins, non, à mon avis, ça va être le void pointer. Donc, ça va être le void pointer qui est retourné, je pense. Le RAX1, là, après le get, en fait. Ouais. Ça va être une adresse. Ça va être. Voilà. Je pense que ça va être celui-là. Ah, quoique. Ah non, ça, le get, c'est int. Ah, non. Ça, c'est le Non, RC. mais pas... Non, pas du tout, c'est un Non, void. c'est le get. C'est un void. Non, mais justement, c'est super intéressant parce que je crois C'est le qu'en return fait, code. t'as vu, il retourne, je pense, le get, si je me renseigne, tu vois, sur les slices, il retourne peut-être un résultat. Là, on va voir. Si là, Je vais pense dans la pas doc. si on aurait un Un unwrap résultat ou derrière. une option. Un résultat ou un option, ouais. Alors attends, je vais regarder. Mais du coup, il n'y a pas d'unwrap à la fin de celui-là? Alors, non, justement, En fait, parce qu'il retourne un option. Il retourne un option, Ok. donc c'est des types optionnels, c'est-à-dire que en fait, on va avoir une espèce de... C'est un type sur les deux données où tu vas avoir some et none. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux décider de ne pas retourner si tu retournes une option, tu peux décider de retourner un certain type et de rien retourner. Donc c'est super utile dans le cas où tu es dans un langage typé, où tu veux forcément, des fois, pas forcément retourner une valeur, tu vois ce que je veux dire, dans certains cas. Petite pensée pour PHP qui dit écoutez, je vous retourne un
Zen Value. Il y a un truc dans la boîte. C'est ça, c'est vrai, c'est grave. Magic, il y a un truc dans la boîte, je suis sûr. Il y a peut-être un truc dans la boîte. Voilà, c'est ça. Et donc, là, ce qu'il doit vérifier, à mon avis, tu vois, si on réfléchit bien, c'est que justement, dans ce RAX, on a ce résultat et il contrôle, à mon avis, que ce soit égal à somme, d'accord, et pas un none. Je pense que c'est ça qu'il est en train de faire. Pour savoir s'il a bien retourné quelque chose. Je crois même donc que c'est un peu une gestion d'erreur de code, c'est un peu abstrait parce que là on a déjà Rust qui a fait différents niveaux, c'est pas qu'on appelle le code libc. C'est ça. C'est pas les mêmes erreurs que return code, mais côté Rust. D'ailleurs, je suis sûr que si on va regarder get. Oui. Non mais même va voir dans ton code. Regarde comment tu l'as utilisé. Ah, dans mon code. Dans ton code. Alors le code, oui, le code que nous avons fait, oui. À voir comment tu l'as utilisé. Voilà, regarde ce que t'as fait. T'as vu? Get. If let some port. Ouais. En fait, t'as fait un peu déréférencer le port. C'est un peu comme le résultat tout à l'heure, où en fait, justement, donc là, dans le cas où justement tu sors un none, bah, tu lui dis bah c'est mort, tu vois, t'as pas sorti le port en question, tu l'as pas mis en entrée. Par contre, si tu me retournes un sum, et bah du coup dans port, et bah tu mets le port directement. Tu mets pas le sum, tu mets pas la valeur du sum, tu mets le port en fait, ce que t'as mis. Ouais. Mais du coup, c'est un peu de la boîte magique, quoi. Il y a. Attends, on manipule port. Bah. Ça serait plus simple à le lire si on avait écrit un match, parce que le match est très explicite. Et beaucoup plus explicite. Alors que cette syntaxe-là, elle est un peu particulière. Je suis d'accord. Et elle marche que pour l'option, quoi. C'est un peu comme si on a accepté de faire une espèce de variable théorique plutôt que de faire une inférence de type au compile time ou un truc comme ça. Ouais. Genre là, on dit, il y a un truc comme ça et fais ta magie. Et c'est que plus tard qu'il passe alors qu'il aurait pu péter, alors que si on avait fait ça ultra plus tôt. Et c'est ça qui permet le matching. Ouais, exactement. Et le matching. Et en réalité, ce qu'il fait en bas de niveau, c'est que si tu vas en assembleur, normalement, donc ça dépend de certaines fonctions, mais des fois il gère ça comme ça, c'est qu'il va retourner deux registres en fait. Il va mettre en fait les valeurs dans deux registres. Soit dans une structure, je crois que j'ai jamais vu dans le cas des options dans une structure qui est retournée. En fait, tu vas d'ailleurs dans le code, pas dans le code des assembleurs. Oui. Si tu vas au niveau de la vue des assemblées, fais un tab. Ouais. Eh bien, là, alors attends, ok, super intéressant. Donc là, ce que tu peux faire, c'est que tu vas dans la fonction get. On va voir un peu comment ça se trame. Dans la fonction get, la fonction que peut-être tu l'as surlignée, ouais, juste là. Là, alors attends, qu'est-ce qu'il fait au niveau du return? Il va choper. Ah oui, ça va être le return de get. Ça va être le return de get. C'est le get là qui. Attends, non, là on est en slice de get. Nous on veut. Voilà. Size de get. Voilà, et là tu vas dans un autre, usize de get. Ouais, c'est récursivement, je t'ai dit que ça va factoriser. Ouais, bah le runtime, tous les goodies. C'est ça. Donc là, clique dessus, voir un peu. Can do. Ok. Donc il sauvegarde tous les registres pour se les mettre dans la stack, into. Et regarde bien, descends un tout petit peu tout en bas. Normalement, il y a deux registres qui sont sets. Ou soit c'est deux registres, soit c'est une structure. Pour moi, on a de la place pour une structure mise dans la stack et l'adresse de la structure du V40 poché sur RAX. Ouais, pour V40 sera notre structure. À moins que ce soit le contexte de juste avant. J'ai l'impression que, en fait, regarde, justement, attends, jump, c'est une PRDI. Ah ouais, 38.1. Alors attends. 0,40. Pas moins que la résolution des symboles reste. Il y a un commentaire en même temps. Un peu dedans. Alors, Maître Script, il dit: je me permets de relancer sur la question pour la résolution des symboles Rust parce que j'ai l'impression qu'on est un peu dedans. On laissera peut-être la main à nos fixes sur la fin parce qu'en soi, c'est. À moins que tu vois un moment où vraiment ça marche bien, n'hésite pas. Pas tant de mangling, des manglings plutôt, je pense. C'est lui qui nous dira le mieux, mais ma connaissance c'est plutôt t'as 0 symbole, même pas les manglés. Ah oui, comment tu fais pour récupérer. Ok. Ouais, alors attends, globalement, normalement. Si moi je suis remonté d'un cran. var 40 est égal à ça. Et sinon, il est égal à ça, var 40. Ah, donc ça veut dire qu'il retourne une variable, en fait, et il a fait. Ouais, c'est. Ok, bon, oui, c'est pas bête. Ça veut dire qu'en gros, il retourne une valeur. S'il déduit qu'il y a une valeur, ça veut dire que c'est bon. C'est un peu bizarre comme. C'est un peu ce qui m'inquiétait, en fait, quand on a vu.
C'est ça qui ce est côté-là. très étrange en Rust. C'est que. Ouais, c'est ça. C'est ça Il qui est le fait super à étrange en plusieurs Rust. niveaux en fait. Ouais. Parce que des fois, tu vois, ton option, il va retourner 2 registres. Soit des fois, là, comme là actuellement, en fait, il retourne 0, ça veut dire qu'il retourne un none. Soit, justement, c'est une structure. Dans le cas d'un regius, c'est une structure en tout cas, forcément, mais je crois que j'ai jamais vu de structure pour les options. Alors, je sais pas si c'est bien compris Ok. pour les viewers. Je pense que le TLDR, c'est que quand vous avez d'une somme de quelque chose, derrière côté implémentation, vous allez vraiment avoir on va piocher quelque chose, le différencier, le mettre quelque part, et il y a un autre bout de code qui va passer dessus et dire est-ce que vraiment il y a quelque chose ou pas. Si oui, je continue, sinon il n'y a pas le somme, donc je pète. C'est Ouais. ça. Ouais. Good enough. Donc là, globalement, je trouve ça assez cool de revenir là-dessus parce que le unwrap qu'on avait, qui prend vraiment un mot-clé sur le langage, est l'équivalent du if, r, fais ça, sinon dégage, côté Golang. Et en fait, on a toute une partie de syntaxe haut level qui s'est fait, je vais pas dire dégager côté bas level, mais vraiment abstraire. Et du coup, si on s'évite tout ce check-là qu'on a d'habitude dans notre code, dans l'IDE, et que là, on a juste un petit truc à la fin, c'est quand même quali, quoi. Oui, c'est clair. Après, moi, je l'aime bien le IFR de Go. Je suis pas contre, mais... L'IFR, j'aime beaucoup. Disons que tu as des messages un peu plus... Est-ce que dans le unwrap qu'on a là, tu peux unwrap de une erreur en particulier en cas de problème Expect, c'est expect, justement. C'est expect, c'est l'équivalent d'un unwrap, mais avec un message custom. Donc, ok. Tu pourrais faire un expect, là, et ton message. Du coup, expect de message custom, ce serait vraiment le short end du if, else de Go avec la gestion d'erreur. C'est ça. D'erreur, pas d'horreur. Après... Sauf qu'il y en a un que tu peux nester et l'autre pas trop. Alors c'est plus complexe ça même. En fait, tu pourrais même faire du pattern matching, c'est-à-dire dire voilà, dès que donc, j'ai pas besoin de nesting. un Si match, t'as le pattern matching sur tes erreurs, t'as plus besoin de nesting comme en Golang. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Ça fait vite fait programmation naturelle où t'as le système de je vais pas dire des monades, je vais pas dire des conneries, mais le système de ma fonction de quelque chose. Sauf que tu lui donnes tellement de prototypes que ça va auto-matcher les bonnes et ton problème va souvent par récursivité s'auto-résoudre. On n'a pas la récursivité, on a que le côté matching. Ouais, non, vas-y, je suis parti trop loin. Never mind. My bad. Ok. Donc on dit qu'on avait ça. On voulait regarder un petit peu comment se fait... J'allais dire comment se font les appels de fonctions, mais en fait c'est littéralement ce qu'on vient de voir. Que ce soit celle du runtime ou celle user-defined, c'est relativement similaire, non ? Oui, tout à fait. Tu peux par contre définir des calling conventions via du... putain, c'est quoi déjà Je veux dire que tu définis qu'au sein de ton code à toi, tu peux dire je veux que tu fasses l'enchaînement d'une fonction à une autre en utilisant... Tu dis directement l'assembleur en mode... Ouais, je sais plus c'est quoi comme keyword, mais il y a un keyword qui permet de dire telle fonction, je la mets en cdec ou en fast call ou autre. Donc ça fait un peu de la merde, on va pas se mentir, au niveau de... Ça peut faire ce que tu lui dis de faire. Voilà. Mais globalement, ça s'en sort bien. Si ça peut pas, ça marche pas, il arrive pas, et il le met par défaut dans la calling convention par défaut. Ok, ouais, c'est quand même... si je dis pas de bêtises, je crois que c'est juste un call externe et puis tu mets ton... Ouais, c'est ça. Et ta calling convention. Et tu mets ta calling convention. Si je dis pas de la merde, NoFX... Pour ce truc-là, je m'en sers pas, je saurais pas te dire. Ok, très bien. Là, on trouve un side effect de ce qu'on disait qui était rigolo. À savoir, on a une chaîne de caractères, et en sachant que nous, on va s'arrêter à une taille qui est déjà connue ici, à savoir 9, regarde, je présume. À droite, argument ajouté par la compilation, la taille de la chaîne. Ouais, c'est ça. Sauf que du coup, l'affichage est pas encore smart, parce que là, il aurait pu directement couper. Là, on sait qu'on a plus de sentinelles, on n'est pas en low level, mais s'il y a du Rust qui est détecté, et surtout le call juste après à 9, il pourrait se dire, mais encore que, vu qu'on a une fonction user-defined et qui sait pas exactement ce qu'elle va faire, who knows, finalement. Ouais. Et donc, on voit qu'on a bien, même si c'est user-defined, c'est vachement plus propre et des longs... On peut demander de l'avoir en entier, celui-là, là tu veux dire en string, genre si. Genre, tu vois, il y a les... En démanglais ? Pas en anglais ? Ouais, jusque là, il le réduit avec les petits points là. C'est ça, ouais. Display as, ok. Full ou... Waouh. Ah là, ouais, en effet.
Ouais. Pointer, C'est pas bien grave. Define set. Écoute, whatever. Toujours est-il, on a notre fonction, on a nos paramètres. Quand on jump dedans, Voilà. on voit que c'est géré vraiment de la même manière. Alors juste, attends, je voudrais juste passer sur un truc, reviens avant. Fais un échappe. Voilà, remonte un tout petit peu. Justement, on parlait tout à l'heure des drops, des traits drops. Si tu regardes là, tu vois, il y a un petit print là, tu vois, il y a un print qui a d'ailleurs, donc il appelle new v1, etc. Et après, il passe cette structure, donc arguments, justement, à print. Et après, en effet, il fait un drop in place. Tu peux le voir juste ici. Ouais, tout à fait. Voilà, en bas. Ouais, il y a un petit justement, délai, t'inquiète, dès que tu globalement, dis, je clique assez vite. Ah oui, ok, d'accord, oui, c'est vrai que je regarde pas sur le. Du coup, qui va free en fait au final. Plus un délai, ouais. Voilà, qui va free ton pointeur en fait, tout simplement. Voilà, c'est pour montrer un peu le bail des smart pointeurs, etc. Comment ça fonctionne. Ok. Et du coup, ça veut dire qu'on a. Oh, mais comment ça fonctionne finalement? Parce que là, ok, on a un print de notre variable, on a le drop in place pour dire qu'il n'y en a plus besoin, mais ça veut dire que c'est le drop in place qui est appelé après qui regarde s'il est plus nécessaire, ou il y a quelque chose qui est fait entre ces deux choses-là. À la compilation. C'est vrai, compile time, donc il sait qu'il n'aura plus jamais besoin. C'est ça. C'est le 158 qui dégage, hein, pas le 198. Ouais, c'est le 158. Je sais plus ce qu'il alloue sur la heap là. La taille. Attends. Donc l'adresse 158 égale var 140. Var 140 est égal à un format. Donc une alloc d'un format en plus. Ok, bah en gros il a fini de faire le print du format string, donc il dégage son templating. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Solide. Mais d'ailleurs, en fait, mais oui, parce qu'en fait, toi, tu affiches quoi? Tu affiches. Il y a l'usage au début, et une fois que l'usage est terminé, il y a quand même le fait qu'on envoie. Mais je pense que ça, c'est toute la partie usage. Ouais. C'est ça. Ouais, on a implement, parse, on a le parse, très probablement le parse. En fait, il est obligé d'allouer parce qu'en fait, tu affiches le nom du fichier, non? C'est ça? Au usage ou pas? T'affiches une variable, il me semble. Ouais, il y a le nom du fichier, il y a RGV0 normalement. Du coup, ça veut dire que potentiellement, il connaît pas la taille de base du fichier, donc il fait une allocation. Il doit faire une allocation sur la lib. Je suppose. Attends, on formate println de machin, donc en effet, on va choper. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Il le cale sur la heap, le nom du programme, il veut pas juste aller pointer dessus ou. Ah, mais d'ailleurs, en plus. Attends, à quel moment on parle de mais oui, parce que tu fais un vec, en fait, un vec de string. Tu fais un vecteur, en fait. Oui, c'est pour ça. Ah oui, bah complètement. Voilà, c'est pour ça. Tu fais un vecteur. Après, il y a Drake qui réagit tout à l'heure en disant le code que vous avez fait. Non, pas du genre vous, les gars, j'ai tout fait. Vous, du genre ChatGPT a carré le code. L'idée, c'est pas que ça leur a mis beaucoup de temps de taf. Hein. C'est juste que là, c'est un code qui a été générer, tester, débugger pour vérifier que ça marche bien. Je vais passer un tout petit peu ultra léger de fuzzing dedans pour vérifier que j'ai pas fait de nimp. Par contre... Bon. Tu verras, celui-là, je sais même plus si c'est l'un de vous ou si c'est moi. Celui-là, c'est moi, je crois. Mais j'aurais dû mettre des expect maintenant qu'on en parle, plutôt que le if, let, machin, else, qui est un peu moche finalement. Et tu vois, voilà, vu qu'il l'utilise plus, il le drop et terminé, quoi. Vu que tu exites le programme, comme ça existe proprement, quoi. Mais du coup, je me demande, parce que là, le fait... Ok, je la refais. Le fait qu'on puisse exec notre... mais allez se mettre dans DL, ok, /tcp rust, qui nous dit super, je vais crash. Est-ce que c'est pas une faille en vrai, le fait de faire ça et de se dire dès qu'on fait ça, on a directement de la stack trace qui sort. Vu qu'on force pas l'usage de messages custom, si on cherche juste des trucs comme ça dans Google, on peut tomber sur tout un serveur web qui aurait craché des erreurs standards, non? Il me semble que en fait en prod tu peux silent en fait justement la backtrace. Tu peux la supprimer. Il me semble qu'en release par ailleurs, il me semble qu'elle n'y est pas, si je dis pas de conneries. Faut que tu choisisses ton mode de panique. Ouais. Et t'as unwind et panique normale. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je crois que panique, t'as quand même une erreur en panique, je crois. Ouais. Juste t'as pas t'as pas la stack trace, enfin t'as pas la backtrace. Okay. C'est ça. Et après, je sais que en tout cas ça permet des primitives intéressantes parce que justement il y a Express qui avait eu un chat sur du Pawn Rust à l'Insomniac
Pour une primitive de leak, je crois que c'était servi justement sur du Rust, sur la backtrace en fait, la trace de Rust. Voilà. Ah bah si t'as un truc avec des threads et que tu peux en péter un et garder C'est les ça. autres, t'es bien. Hein. Ouais, un jour peut-être on aura un memory layout SLR qui change entre les threads. Ça va être un bordel. Ça va être un bordel si on a ça. Ok. Ok. Donc coup, on a fait quelques appels de fonctions. Voilà, donc là voilà, il y a notre print. Ensuite, en effet, on va appeler notre fameuse fonction avec var des 0 qui est le retour visiblement. Parce que à mon avis, oui, ton truc, il doit retourner quoi? Il doit retourner un result. Un wrap. Oui, c'est un result. Ouais, il y a un wrap. Donc c'est un result. Ça veut dire que var d8, c'est un résultat qui en est ressorti. Wow. Ah oui, ok, tu parles du connect. Ok. En effet, le connect, on a un Eh ben d'ailleurs, oui. Mais attends, c'est super intéressant. Attends, mais ça. Ah oui, non, là t'es dans le connect and send hello, pardon. Ok, j'avais pas fait gaffe. Du coup, en effet, donc là, on peut voir que c'est super intéressant. Il va définir, il va appeler connect, hein, tout simplement, avec les bons paramètres. Celui-ci va retourner donc justement cette fameuse structure result. Il va catcher en fait l'erreur, donc l'erreur en question, avec le unwrap. Le unwrap qui visiblement a été inliné, comme tu peux le voir. Comment je peux le voir? En fait, comme tu peux le voir, il n'y a pas un call à unwrap là. Il a été inliné. Il y a un call à unwrap fade. Unwrap qui est un wrapper de unwrap fade en fait. Et t'as vu, il y a un message prédéfini. Called result unwrap. Je sais pas si t'as compris. Je pense que oui. En gros, voilà. Donc là on a core result unwrap failed, alors qu'avant on avait de base un unwrap en fait. On avait un unwrap dans ton code original, on a un call à unwrap en fait. Ouais, mais on n'avait pas un core option unwrap failed. Ah, c'est pas le même. Ok. Ouais. Je vois pas. En fait, j'ai du mal à voir, vu qu'on est en pseudocode C, si vraiment ça a été. Enfin, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que ça a été inliné? Alors, du coup, le fait qu'il n'y ait pas un call à unwrap, tout simplement. Parce qu'en fait, moi en tout cas. Comment on verrait le call à unwrap? On aurait vraiment. Tu verrais unwrap de ta sortie de ton connect, quoi. Tout simplement. Ouais, ça. Ok, donc là, il a été. Oh, mais il est quand même. Si tu regardes le code source de unwrap, il appelle unwrap fade. C'est un wrapper en fait. Ok. Ah oui, okay, on a juste un niveau de nesting de fonction qui a été dégagé. C'est ça, un niveau. Mais du coup, il n'a pas été dégagé, il s'est juste fait sortir. Inliné. Ouais, c'est ça. Inliné. Voilà. Très bien. Ok, bon, ça va, ça change pas trop la compréhension du binaire. Non, sur ça, c'est assez simple. Et, sur celui-là, ouais. Et comment tu reconnais un unwrap et un expect? C'est très simple. Tu vois que là, dans ton unwrap failed, tu as directement une string en dur, comme tu peux le voir, alors que lorsque c'est un expect, ce sera ta string custom, quoi. C'est vraiment la même fonction, mais qui prend un paramètre en string, quoi. Ok. Et sachant que c'est super intéressant, puisque ça, on en parlera peut-être après, justement, il y a l'article de Sexiao qui est sorti sur ça, où justement, en fait, dans ces unwraps, là, justement, quand tu crashes, si tu crashes, regarde bien ce qu'il y a quand tu lances ton binaire et que tu crashes. Quand je lance mon binaire et que je crash, alors... Du genre si je lui mets un A là? Non, pas du tout. Si tu lances pas ton serveur... rien juste. Tu mets rien. Voilà. Tu vois que t'as des donc là t'as des infos, t'as un peu des métadonnées, enfin t'as des infos par rapport à ton résultat. En fait, il faut savoir que ces résultats-là, ils ont ce qu'on appelle des métadatas. Donc il y a Sexiao qui a sorti un article dessus récemment, en fait, qui indique justement la ligne, la colonne, en fait, où se trouve le résultat. C'est-à-dire que si t'es sur une lib, en fait, qui est inconnue, une librairie qui utilise un result unwrap comme ça. Si t'entectes les symboles, tu sauras quand même dire où ça pète en donnant juste la stack trace, sans donner ton core dump avec potentiellement ta mémoire à toi de ton programme dedans. Alors, en fait, tu pourrais surtout, admettons t'as pas les symboles, tu pourrais leak, tu pourrais récupérer des infos de code open source, en fait. Des fonctions qui sont open source.
pour t'aider à la rétro-ingénierie, en fait. Ouais, mais en soi, si là, ça peut se dire dans tel fichier. Dans tel fichier, dans tel... Ah, ok, tu veux dire. Ouais. Un programme dont on n'est pas les sources, qui sont en remote, qu'on arrive à faire crash à différents endroits, on arrive à savoir quels sont les fichiers. C'est ça que tu voulais dire ? Non. C'est quand t'as le binaire, en fait, t'as des métadonnées qui indiquent justement la ligne, la colonne et Alors attends, c'était quoi déjà Ligne, colonne. Non, oui, c'est ligne, colonne, fichier. Oui, c'est ça. Le type qui est en train d'être manipulé. Nofix, dis-moi, j'ai un trou là. Je sais plus, tu l'avais lu cet article, il me semble. Ouais, il y a ces informations-là. Quel fichier, quelle ligne, quelle colonne. Et tu l'as d'ailleurs dans ton truc là. Si tu regardes un argument qui est passé après la chaîne d'erreur, tu as un entier. Et je crois que cet entier-là, ça doit être la colonne ou la ligne, peu importe. C'est ça. Ouais. Et donc ça te permettrait... Mais ça, on a ça dans tous les langages en vrai. Enfin, dans tous les langages. Dès que tu compiles GCC ou G++ avec -G, t'as les symboles et tu sais redire où c'est. C'est juste que tant qu'on l'a pas strippé, on peut récupérer des choses. Non, il y a plus que ça. En fait, il me semble... En vrai, là, je dis peut-être de la merde, mais il me semble que ça te permettrait, dans le cas où ton binaire, justement, serait... Enfin, en tout cas, nous, je sais que ça peut servir. On s'est dit que ça pouvait servir dans le cas où le binaire serait inliné. Enfin, la fonction serait inlinée. Si elle est inlinée, si c'est inliné, on te dit quand même d'où ça vient. Voilà, d'où ça vient. Comme ça, tu peux. Si c'est inliné récursivement, et ben dans ce cas-là, tu peux au moins partir d'un point de départ et te dire, je remonte un petit peu, et du coup, je peux avoir des leaks comme ça et retrouver les fonctions inlinées. Attends, par contre, c'est un enfer parce que ça veut dire. À supposer qu'on mette genre du 0xCC à des endroits random dans le programme. Ouais. On va pas réussir à créer une stack trace Rust et faire paniquer juste le code source. On va faire paniquer juste le runtime et donc récupérer des bouts de code source avec qu'est-ce qu'on manipule où. Ouais. Par contre, si on arrivait à faire de manière systématique paniquer le runtime avec une instruction au hasard qui fasse paniquer uniquement ce runtime-là, on arriverait à ressortir l'intégralité du... T'as pas besoin. En fait, t'as pas besoin. En fait, là, ce que je te dis, c'est dans le cas où t'as un binaire, t'as des fonctions inlinées, t'as une fonction inlinée que tu trouves pas. En fait, parce que le problème de l'inlining, comme on l'a dit, c'est en fait, vu que ça s'adapte à la stack trace, t'as pas de point d'entrée qui définit, c'est le début de ma fonction inlinée et la fin de ma fonction inlinée. Si c'était ça, on avait juste à faire un peu du pattern matching intelligent et on pourrait matcher et recréer la fonction. C'est pas aussi simple que ça. Ah oui, sauf que là, c'est le pattern matching, mais potentiellement 20 000 fonctions qui ont été inlinées dedans au passage. Exactement. Donc, c'est très contextuel aussi. Voilà, c'est très contextuel, via des heuristiques précises. Ça se trouve, il va se dire, ouais, cette fonction qui est inlinée, je vais pas l'inliner, et celle-là, je vais l'inliner. Et selon la compilation, c'est vraiment selon les contextes. Et ça qui est très compliqué. Et voilà. C'est tout. On retourne sur le fameux se faire inliner par le compilateur. Quoi. C'est ça. Donc là, quand même, je me dis qu'il y aurait... Enfin, globalement, là, on récupère des infos. J'étais en train de penser à me dire ce serait grave drôle de faire un challenge où il faut que tu fasses paniquer à différents endroits pour arriver à reconstituer le code source en entier. Mais de toute façon, si on arrive à avoir ces informations-là quand on fait une stack trace, c'est qu'elles sont de base dans les symboles du binaire quelque part, donc on pourrait le faire en statique et basta. C'est ça, exactement. À moins qu'on offusque tout ça et qu'on rende ça extrêmement sale. Un petit Goldberg là. Goldberg, c'est une librairie pour faire de l'obfuscation en Rust. Complètement. Ok, bon, reprenons du coup. Nous y revoilà. Voilà, donc là, globalement, il fait son TCP stream, donc c'est rien de bien compliqué. Et après, tu peux voir très facilement. Là, c'est pas super compliqué. Tu peux voir qu'en effet, une fois qu'il a checké son erreur, il initialise une constante char avec justement notre chaîne de caractères, comme on peut le voir, concaténée aux autres chaînes de caractères, comme la dernière fois. Tu vois le const var 30, juste en bas? Je vois le const var 30. En bas, voilà, au-dessus. Au-dessus. Absolument pas. Donne-moi un numéro. Ah oui, si, j'ai. Wow. En vrai, tu peux me donner le préfixe, mais yes. Ouais, celui-là. D'ailleurs, il le définit pour rien ici. En fait, c'est une mauvaise optimisation de Ninja. Globalement, là, tu peux voir, en effet, il passe ta chaîne de caractères avec sa taille directement et à la fonction. Enfin, bref, c'est pas très compliqué. Et après, il drop. Voilà, parce qu'on sort du scope, il drop la chaîne. Voilà, Alors, j'ai une question qui est peut-être même pas liée au Rust. Ouais. On a un TCP stream. Pourquoi on est un net UDP socket? Quel est le quoi? J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai pas voulu vous interrompre, je sais pas ce que ça fout là. Que s'est-il passé? Bonjour le code source. Qu'est-ce qu'on a... Enfin, quoi?
Dans notre Connect and Send, très bien, on a net TCP. Stream write. Peut-être que, vu qu'on a un parce que- stream, il s'est dit, Ah, il y ouais, a du reuse de code entre les deux. Ah ouais, peut-être il a mal. Ou alors ça n'a rien à voir, mais j'aime bien l'idée de se dire, oh le TCP c'est un peu compliqué, on va l'inliner en UDP. On t'inline le protocole, il n'y a pas de problème, c'est cadeau. Non, c'est une mais bonne ouais. question. Oh, je pense que c'est une convention. Attends, ou alors c'est. Voilà, il n'y a pas les. Non, si, il y a les symboles. Mais ouais, Qu'est-ce mais regarde, que c'est UDP UDP. Enlève juste le H, socket. ouais. Voilà. Ah, UDP socket, je dis rien. C'est assez. UDP data. Alors attends. User time, c'est sûr, ok. UDP is. Ok, ouais, bah, c'est de la merde ça. Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi c'est dans la même J'ai une implémentation? idée, mais elle est sale. L'UDP, Ouais. c'est ton tuyau et tu blastes une trame. TCP, t'as la gestion de fiabilité et tout Ouais. le reste. Est-ce que là, on fait pas passer un stream TCP dans une socket UDP qui n'était jamais qu'une socket réseau ouverte? Genre peut-être que C'est- conceptuellement, Ouais. ils ont les mêmes laying blocks, c'est qu'il y a une structure malheureusement nommée UDP socket plutôt que generic Ouais. socket. Ouais. Mais C'est probable, c'est possible, mais c'est vrai que Je vois pas. c'est assez chelou. Ou très ouais, bon, ouais. taille de 0x4000 en vrai. Oups là. UDP, datagram default len. Ouais, ok. TCP packet default len. 40 bytes. Ouais, non, je pense qu'on va pas du tout tomber sur ce que je veux. Il y a des tailles de default et tu vois, je me serais bien attendu à avoir une magic value apparaître et pouvoir dire ah non, c'est bien ça qu'ils ont essayé de faire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais not really. Ouais, j'avoue que. Anyway, Je sais autre pas truc du que je me tout. demandais, c'est quand on est, tu vois, quand on regarde dans notre partie Connect. Connect de base, on est d'accord que ça dépend de notre système. Ouais. Si on double-clique suffisamment de fois dans Connect et ses subcalls, on retombe sur un syscall ou sur un appel à la libset Connect. Non, je pense que en fait à la compilation, donc il se base sur ton système et il doit en effet adapter selon ça, quoi, je pense. Mais Adapter selon ton système, quoi. Vu que c'est cross compile, je me ouais. dis que ce serait plutôt logique. Ah, hein. tu veux dire que ça va leur balancer. Est-ce que ouais, mais le runtime, tu lui dis pas, Ouais. voilà une socket, débrouille-toi, et lui il dit, ah tiens, j'ai une tâche, et il va la manger, et Oui, il va oui, trouver bien son sûr. appel, mais en gars là, il n'y a pas Mhm. d'assig entre les deux. Ouais, C'est un système de wrapper jusqu'à avoir le. ouais, je pense banning que c'est ça. level Ouais, c'est ça. suffisant. Je pense que c'est un système de wrapper et en effet, ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense que c'est pourquoi ça. est-ce que quand on double-clique dans le connect, on est censé tomber sur un truc moins rusty au bout d'un moment? Je pense, ouais, vas-y, tente. Bah je voulais. Donc on est dans connect. Il me semble pas, il me semble qu'il y a juste un core qui ensuite redirige dans des runtime. Si tu vas dans le code source de Rust, t'as vraiment genre Linux, Windows, machin, etc. Ouais. Et ils sont appelés avec une macro qui dit si t'es sur telle architecture, enfin tel target à la compilation, tu prends ce truc là, mais ça reste du Rust derrière. Enfin, il n'y a pas de. Mais donc Pour là, moi, on voit ça qu'il tape à fait un l'ellipsé à la espèce- fin. Ouais. T'as pas de l'ellipsé à la fin? Pour moi, ça tape à l'ellipsé à la fin. Je crois qu'il y a STD l'ellipsé quelque part dans le corps de Rust. On peut regarder dans les symboles à gauche et on pourra s'en sortir avec les crossrefs aussi via le connect. Mais du coup, je me demande, donc là c'est hash, each address, donc je présume que c'est pour un espèce de for each. Ouais. Derrière, on va dans result map pour choper du coup les résultats du each, donc ce serait là-dedans. Vu que le résultat est déjà l'équivalent Ouais. unpacking. Ouais. Il effectue un map, Là-dedans. donc, sur la. On tombe sur tout ce qu'est adresse, ok. Call mute, ok. Iterator, pourquoi pas. Call mute. Ouais, des Drop in place, on a déjà fini de faire le système de socket. Putain, le nettoyage est dans la fonction, quoi, même pas. Drop in place de socket adresse, ouais, non, donc c'est bien avant. Parce qu'après on drop le string, donc avant qu'on se mette à dropper plein de choses, call mute de quelque chose, I don't know. L'iterator. L'iterator de quoi? C'est là où ce serait bien d'avoir tous les. Display as. Vecteur, iterator, de trait, de quelque chose. Dans notre corde, le trait. Ouais, c'est un next en fait, parce que en fait les boucles, lorsque tu itères en Rust, en fait c'est donc ça va être, en fait tu vas les caster en itérateur Ok. et via une méthode next qui prend en fait une instance d'itérateur, et ben en fait tu vas pouvoir passer au next element
Et c'est comme Donc là, ça on que itère en effet les sur boucles quelque chose, fonctionnent. donc sûrement sur la partie envoi du stream. On peut Parce qu'en supposer. fait, là, de ce que j'ai vu, c'est map, c'est ça. Donc, vu que c'est un map qui doit récupérer sur une On n'est pas sur le espèce map. de... On n'est pas sur la Là, map. t'étais On a- pas sur le map? Ah non, t'es sur le, l'IJDVR. le map était Ouais. pour récupérer les résultats. Donc pour moi, on était sur each Ok. cadre qui lui fait le travail dans le for each. Et donc Et on a qui- bien la conversion to socket et Il doit te être retourne l'un un des pointeur ou colmettes. pas? Ouais, il te retourne un pointeur. On a un itérateur là, ouais. Donc, alors attends, on remonte. Sur quoi? De toute façon, avant de commencer à avoir des drop in place à foison, on n'a pas Ouais. 36 choix, on a les colmutes qui sont là, on a l'itérateur. Et donc pour moi, il y aurait enfin, si on itère, c'est sur ce qu'on va envoyer, donc les caractères ou les blocs, donc ça aurait sens. Et le colmute celui-là, le premier, aurait plus de chances d'être de la connect juste après le socket to address. Mais du coup, pour savoir que core ops function mute colmute de ton hash, bon, on pourrait s'en douter peut-être. Valeur simple, un buffer de lecture. Un buffer d'envoi, un buffer de retour, Ouais. de void pour le résultat plus bas. Et arg1, c'est toujours l'adresse. Et Ouais. on tombe dans TCP String Connect, qui a lui son implémentation et qui va se perdre, je sais pas trop où. Ouais, là au final on est sur un appel à la libc, le connect là en bas. Là. Ah oui, socket, j'ai pas vu là. Ouais, socket, voilà. socket Bah voilà, et connect, socket, c'est et ça. derrière, tu vois où le connect En bas là, tout en bas. Nanana, Tout en bas. tout en bas du bas. Ouais, Là. en effet. Ouais. Ok, donc là on retourne les appels libc, donc externes via la GOT qui se fait résolve via le PLT. C'est ça. Waouh! Bienvenue dans le runtime, je serai votre guide. C'est beau. Mais c'est bien de voir quand même que même si on sait pas trop, genre là, on dit c'est rigolant, mais si on était tout en haut, on aurait pu se dire, on sait que c'est un client, on va juste chercher open, pas du tout connect, pardon. Non, connect, ouais. Connect, on va sur connect de la GOT, parce qu'on sait que c'est lui qui a. Et ouais, il me faut les xref, ils sont cross-référence là. C'est On sait qu'il est appelé là-dedans. Ouais, Et du coup, on serait arrivé directement dans le sync et lui, en demandant, on peut demander un graph call via ça? le graph call sur. Parce qu'il y a si on arrive à avoir un Ninja, graph call d'intermédiaire, enfin je sais plus si on peut faire un graph call. Va dans View. on a le graph. Peut-être qu'ils n'ont pas de graph call sur la version gratuite, je crois. C'est une bonne question, en vrai. Ou qu'il y a peut-être des plugins qui le font, mais du coup, c'est sur la version Ouais. payante. Donc, Après, bon, si on met ça en pseudo-code C, ça remonte au socket, ça remonte plus haut. Ouais, non, ça remonte pas plus haut. Faudrait à minima aller sur lui. Sur votre coupe, ouais, sur lui. Quand on est dans lui, aller choper un niveau plus haut. Et dans ce niveau plus haut, dire qu'on aimerait view du graph. Ah, c'est pas grave. Anyway, en tout cas, on a prouvé notre point. Même si on n'est pas Rust Guy, on peut vraiment arriver à creuser à travers le runtime pour retrouver et dire bah ça c'est clairement la partie qui fait l'envoi du stream, l'envoi des bytes. C'est ça. Voilà, c'est pas super compliqué, en tout cas, en debug. C'est un beau bordel quand même. En debug, ouais, avec habitude, en debug, ça va, ça se fait bien. Maintenant, release, c'est pas la même chose. J'imagine. Ah ouais, la même chose sans les symboles. Bah, du coup, tu t'en sortirais peut-être Alors, mieux si avec tu juste as les cross-ref. en release, alors en release, tu as les symboles. C'est pas par défaut, en tout cas, en release. On les a pu depuis très très récemment. Ah ok, d'accord. Bah, puisque tout à l'heure, on a par compilé défaut, ça a été, en release. C'est peut-être notre version de Rust qui n'est pas encore à jour. Hein, la dernière ouais. version. Mais globalement, ouais, généralement, tu les as, donc en tout cas sur les anciennes versions. Et donc, ce qui est un peu chiant, c'est la partie mining. Mais globalement, ouais, là, s'il n'y a plus les symboles, c'est la merde. Enfin, c'est un peu chiant. Yep. Petit message à un ami dont le prénom commence par ouais, le se termine par Tim. Viens parler sur le chat Twitch plutôt que sur le Discord. Just come. Ça n'a aucun sens. Parce que du coup, il y a des commentaires intéressants. En tout cas, si on arrive à leur trouver les articles sur la partie structure, argument, voilà, would be nice. Ça, je pense à les mettre dans les descriptions. Ouais, mais je crois que je l'avais retweet ou un truc comme ça. Thanks. Bon, en tout cas, ça peut être retrouvé après coup, tant qu'on source à la rediff, c'est ok. Bon, on est pas mal. Est-ce qu'on aurait d'autres choses à creuser? Pour moi, là, on a bien fait le lien. Il y aurait sûrement des millions de trucs à dire sur le runtime et son fonctionnement.
Ouais. S'il y en a un qui veut s'y tenter et donner quelques infos. Sinon... Encore une fois, ouais, le runtime, voilà, ça va être tout ce qui va être géré, voilà, en fait, c'est un peu pareil que les autres langages, même si tu vas avoir ce système de backtrace. Il y a un article super intéressant là-dessus, je te vois. Mais il n'y a pas que ça, il y a sûrement toute une gestion de... Non, mais bien sûr, ça va beaucoup plus loin. Et justement, j'ai un article pour toi, si tu veux, qui est juste ici, super intéressant, sur le Rust Runtime. Alors, si vous voulez aller voir, je l'ai envoyé sur le chat. Et je l'ouvrirai directement. Alors, le chat... Ah, j'ai... Ok. Hop. Je crois que je viens de retrouver, c'est un blog sur la structure argument. Moi, c'est à ça que je pensais. Ah oui. Sinon, d'une façon générale, se perdre dans le code source de Rust, c'est extrêmement bien expliqué. Il y a même des commentaires de développeurs qui expliquent où est-ce qu'ils sont pris la tête et les différences entre les différents OS. Est-ce que ça se compile bien Rust? Genre pas compiler avec Rust, mais compiler Rust pour avoir sa version à soi et commencer à faire des tests Ouais, ça se compile très bien. Ouais. Ça veut dire qu'on pourrait faire un petit Rust version custom pour faire des challenges de bâtards? Ouais. Ok. Mais bon, là, ce serait un peu méchant. Qui ferait ça? Ouais, c'est clair, qui ferait ça Bah les gars, non, vous abusez. Vous dites c'est une version custom faite à partir de telle version. Bah s'il y a les deux versions, tu fais un VBIF entre les deux, tu vois qu'il y a juste deux pots fonctions qui ont été ajoutées. Tu regardes le code bloc de cette fonction et tu fais ah tiens, il y a un truc dedans. En vrai. Ouais, enfin t'es méchant, mais... Ça dépend toujours de l'enrobage du challenge. Je suis désolé. C'est être sadique. Tu veux te détester, là, Lucas. C'est pas possible. Je fais ça avant tout pour attiser la haine et la cruauté des gens. Tuto comment être détesté, quoi. Non, je sais pas, je pense que ce serait intéressant. Que ce soit dans ce langage ou dans d'autres, hein, mais Ouais, bien sûr. je pense que ça pourrait être nice. Ah, bien l'article de blog pour les formats ARG. Celui-là, là. Ouais, celui-là, il est pas mal. Il est bien, ouais. Il est long à dépiler, mais il est bien. Ouais, mais les gars, attends, mini spoil, pas du tout, tout douce, beaucoup trop de choses, ouais, TechnoWatch. Si vous saviez le nombre de trucs que j'aimerais, que je rêverais d'avoir le temps de dépiler si le temps était illimité. Ouais. Genre, c'est qu'une overview de ce que je note et que j'aimerais traiter, et ça s'accroît très vite. On peut en rajouter un. Pas ça. Rajoute aussi le format ARGS qui est dans le chat. C'est super intéressant. Ok. I'm gonna do just that. Hop, et on a dit le format ARGS que je vais prendre ailleurs. Hop. Adid. Et quand même, histoire de faire honneur, il a cette tête-là. Parce qu'il est tout beau, hein. Ouais. Ouais, il est beau, il se lit très bien, c'est bien expliqué. C'est rigolo comme ce langage fait un peu cryptique à lire au départ, mais dès que tu as les 2-3 clés pour comprendre ce que ça veut dire, tout devient vraiment, sauf cas ultra chelou, particulier, low level, kernel, IoT, machin, lisible et concis. Ouais, ça se lit très bien le Rust. Je dirais oui et non. Par exemple, il y a des syntaxes un peu chelous quand même dans le code source de Rust. T'as pas envie de les voir, quoi. Je suis désolé. Hein. Les lifetime avec les simples codes qui est ouverte, qui est jamais fermée quand tu l'as jamais vu. C'est ça, exactement. Là, tu dis, Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Ah, genre une unbalanced quote, t'en as juste un endroit pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est ça. C'est une lifetime en fait. J'avais vu. En vrai, je trouve ça sympathique comme syntaxe, mais c'est un peu chelou quand tu débutes. Bah, quand tu connais pas, oui. Et puis comment Voilà, tu recherches ça? C'est ça là. Regarde, tu vois. Voilà. Is this HTML? Is this React Code? C'est ça. C'est ça. Ah mon dieu. Les parseurs en sang. Ouais, non, franchement, j'imagine pas. Bon, en tout cas, très bien. On a trouvé notre petite bizarrerie sur la socket TCP UDP magique. On a compris un petit peu comment fonctionnait le runtime et comment s'en dépatouiller. C'est ça. Est-ce que, avant qu'on passe à la partie challenge, Nofix, tu te sens de dire un petit mot sur, à supposer qu'il n'y ait pas de symbole là, voir qui t'a le compilé, comment est-ce qu'on ferait pour récupérer ce genre d'informations? Ouais. Bon, je peux aussi commencer à préparer le challenge si tu veux préparer l'écran, le compile, tout ça en amont. Tu me dis... Tu veux que je montre? Je sais pas. Le challenge, c'est Most qui fait, et si tu veux, je mets mon stream pour le challenge.
Ouais, mais ça sur IDEA, c'est assez clair. Ouais, je me suis dit. Ok. Non, c'était plutôt pour savoir si jamais NoFX t'as besoin d'un peu de temps pour préparer Ah oui, là la partie, avoir un binaire compilé sans les symboles pour montrer comment est-ce qu'on ferait pour se dépatouiller ou identifier qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est appelé. Il va me falloir un bon 5 minutes, je pense. Ouais. Ok. Mais je peux juste parler déjà de base. Et on revient dessus après si j'ai besoin d'un truc un peu compilé et tout, mais je peux déjà expliquer en grande ligne, quoi. Les deux sont possibles, mais je me dis, ok, Tsar, l'outil utilisé, c'est Binary Ninja, Binja et Creator Selector 35, HF. On peut faire ça. Je me dis que si tu commences à en parler, c'est bien de faire la démo en même temps, donc autant qu'on laisse le temps de préparer un petit peu et qu'on fasse la partie Cratmi en parallèle. Ouais, impeccable, ça marche. Et ben, à dans 5 minutes. Ok, Alors, du coup, je vous passe le sketcher. Vas-y, je vais le mettre. Et moi, ce que je propose pour le challenge, si on veut faire un peu une situation réaliste d'un vrai challenge, c'est on se renseigne pas encore sur le source code, on prend juste la version release, parce voilà. que Je pense que c'est pas mal. on s'en part vraiment de t'as un binaire, tu sais rien dessus, il est en release, et ça, tu dois te démerder, et voilà quoi. Can do. Et après, on regardera avec la différence aussi avec le debug, parce que là, ça va se voir clairement. Je vais faire un peu de place parce que je commence. Ah, tu veux le faire en release, genre vraiment sans le moindre symbole du coup? Avec les optimisations qu'il y a derrière, donc surtout on verra de l'inlining quoi. Eh ben, ouais. Alors, je sais pas si on voit.